Soyez les bienvenus, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée au film britannique de 1972, Le métro de la mort, réalisé par Gary Sherman. À Londres, deux étudiants américains découvrent un homme gisant dans une station de métro. Lorsqu'ils reviennent sur les lieux avec un policier, le corps a disparu. D'autres disparitions du même genre sont intervenues récemment. Que se passe-t-il dans les entrailles du métro? L'inspecteur Calhoun mène l'enquête. Alors que le cinéma d'épouvante britannique et son style gothique continuent de briller et d'influencer bon nombre de réalisateurs, la fin des années 60 marque pourtant un tournant dans le cinéma d'horreur, avec notamment des propositions fortes en provenance des États-Unis, dont l'incontournable premier long métrage de George Romero, La Nuit des Morts Vivants, sorti en 1968. S'orientant vers une veine plus réaliste et des considérations plus contemporaines, ces œuvres nouvelles poussent un studio d'importance comme la Hammer à tenter, avec plus ou moins de succès, de coller davantage à une société alors en pleine mutation. D'autres productions britanniques affirment elles aussi une volonté de rompre avec ce classicisme prédominant, c'est le cas avec Le métro de la mort. Scénarisé par Ceri Jones, Le métro de la mort est né d'une idée originale de Gary Sherman, qui réalise ici son tout premier long métrage. Connu pour Réincarnation en 1981, La descente aux enfers en 1982, Mort ou vif en 1987, c'est également lui qui réalise Poltergeist 3 en 1988. Après ce film, Sherman finit par se consacrer presque entièrement au petit écran, plongeant alors dans un relatif anonymat. Mais certains ne l'ont pas oublié, c'est le cas notamment du réalisateur Edgar Wright. J'ouvre ici une petite parenthèse, mais si Le métro de la mort est un de ses films d'horreur préférés, Wright a récemment demandé conseil à Sherman pour la mise en scène de son dernier long métrage, Last Night in Soho, dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente. Admiratif des effets pratiques utilisés sur le plateau de Poltergeist 3, l'une des rares choses satisfaisantes sur ce film, de l'aveu même de Sherman, Wright s'est nourri de l'expérience de son collègue pour l'élaboration des nombreux effets de miroir parsemant son trip au cœur du swinging London. Mais un petit nombre d'ouvriers ont prétendu qu'il y avait des poches d'air qui pouvaient leur permettre de survivre pendant quelques temps. Malheureusement, personne ne les a cru. Comment aurait-il survécu sans nourriture? Oh, il y avait beaucoup d'eau. Et pour se nourrir, on peut imaginer que ceux qui mouraient nourrissaient les vivants. Influencé par une enfance vécue dans un Chicago alors capitale mondiale du meurtre, et bien décidé à écrire un film de genre dans lequel glisser un message anti-establishment, l'idée du métro de la mort germe dans l'esprit de Sherman quand ce dernier se documente, d'une part sur la manière dont les tunnels de Londres ont été creusés et sur les catastrophes survenues à cause d'entreprises guidées par le coût le plus faible au détriment des ouvriers, et de l'autre sur l'histoire de Sonny Bean, chef de clan écossais, qui aurait été exécuté pour meurtre et cannibalisme au XVIe siècle, et qui inspirera d'ailleurs Wes Craven pour son film La colline à des yeux en 1977. Effectivement, le film se veut assez critique, que ce soit envers les hauts responsables, aux errances nocturnes douteuses et aux vices soigneusement dissimulés derrière une bibliothèque, les entreprises faisant leurs bénéfices sur le dos et parfois la vie des ouvriers, la police qui ne semble s'activer que parce que le disparu est un membre du gouvernement, et enfin les services secrets essayant d'intimider cette même police afin de mettre fin à une enquête qui risquerait de mettre au jour des choses bien trop encombrantes. Chose appréciable, le film n'est pas avare en effet gore, mais contrairement à ce qui se fait à l'époque, ici ce sont des objets de la vie de tous les jours qui servent d'armes meurtrières. Une volonté de Sherman de faire surgir l'horreur dans un lieu a priori anodin et de rendre les attaques aussi crédibles que possible afin que chacun puisse s'identifier aux victimes. Si le film fait de l'antagoniste un être dérangé et cannibale, s'attardant d'ailleurs le temps d'un long travelling circulaire sur une antre absolument répugnante, digne de celle de Leatherface dans le futur massacre à la tronçonneuse, le récit nous rappelle également le drame à l'origine de cette abomination.
Des ouvriers ont été sciemment abandonnés, livrés à eux-mêmes, contraints de s'adapter pour subsister depuis des décennies. S'il ne s'exprime que par des grognements, le cannibale du métro répétera néanmoins ces quelques mots à l'une de ses captives « Je veux vivre ». Parallèlement aux événements bien glauques se déroulant dans les souterrains, tournés dans une station de métro inachevée appelée Muséum, nous suivons bien évidemment l'enquête menée par l'inspecteur Calhoun et son subalterne, le sergent Rogers. Là où le long métrage surprend, c'est bien dans la rupture de ton offerte par ces séquences-là, via principalement le personnage assez irrésistible de Calhoun. Bougon, cynique, presque antipathique, il permet à son interprète Donald Pleasence de briller et d'offrir aux spectateurs de purs moments de comédie. Un Donald Pleasence déjà star qui cherche justement à cette époque à se lancer dans la comédie. Sherman, alors réalisateur débutant, réussit à le convaincre de participer à son film en ne lui faisant lire que la partie enquête du scénario, occultant l'aspect désespéré et sanglant du reste. C'est ainsi que nous avons droit notamment à une scène se déroulant dans un bar, les acteurs étant réellement ivres au moment du tournage, ainsi qu'une trop courte séquence avec Christopher Lee, ravi de se libérer une demi-journée pour tourner avec son grand ami Pleasence. Peut-être aurez-vous du mal à jongler entre deux ambiances radicalement opposées, mais c'est sans doute ça aussi qui fait toute la singularité du film. Un long métrage qui bénéficie depuis peu d'une ressortie chez Rimini Collection. Indépendamment de sa qualité intrinsèque, c'est l'occasion de découvrir ou redécouvrir le film dans une version restaurée, dont je vous recommande vivement la VF, accompagné de bonus dont un entretien avec le réalisateur, d'un livret de 24 pages, le tout comme toujours superbement présenté. Si vous avez apprécié cette vidéo, alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve prochainement pour une nouvelle critique. Salut!